Bonjour à tous, dans le Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, l'Assemblée générale de l'Association des maires francophones a rassemblé une centaine de maires à Kigali du 1er au 3 juin, un événement au cours duquel les maires de Kigali et de Paris ont signé un accord de partenariat dans différents domaines. Le Nigérian Tijani Mohamed Bande a été élu président de l'Assemblée générale de l'ONU. Seul candidat en lice pour l'Afrique, il prendra ses fonctions en septembre prochain. Et puis au Cameroun, les joueuses de l'équipe de football féminin réclament des primes égales à celles des hommes pour leur participation au mondial féminin. La Fédération de football leur propose une prime de 15 millions de francs CFA contre 50 millions alloués aux hommes en 2014. Mais d'abord, en Ouganda, des dizaines de personnes sont portées disparues suite au glissement de terrain dans le district de Bududa, dans l'est du pays. Un glissement provoqué par de fortes pluies. Selon la Croix-Rouge locale, le bilan s'élève à environ 50 disparus, 5 personnes présumées mortes et 150 maisons détruites. Notons que le district de Bududa, à la frontière entre l'Ouganda et le Kenya, est une zone propice au glissement de terrain. En 2018, au moins 41 personnes ont été tuées suite à un débordement d'un fleuve dans la région. Le Rwanda a accueilli du 1er juin au 3 juin la 89e Assemblée générale de l'Association des maires francophones, un événement qui a réuni une centaine de maires des pays de l'espace francophone. À cette occasion, les maires de la ville de Kigali et de Paris ont signé un accord de partenariat dans différents domaines, notamment les archives et mémoires. Reportage de notre correspondant, Frater Nakaizenga. Ils étaient plus d'une centaine, les maires des villes francophones, à participer aux activités de la 89e réunion du bureau de l'Association internationale des maires francophones à Kigali du 1er au 3 juin 2019. Plusieurs thèmes étaient au menu des discussions, notamment le rôle de la ville dans le développement du pays. Kigali a été cité comme un bon exemple en matière de développement. La rapidité avec laquelle Kigali est en train de conduire les différentes transformations, que ce soit sur les questions écologiques, avec la mobilité, la planification urbaine ou sur l'inclusion sociale, ça nous intéresse et ça questionne sûrement notre gouvernance. En tous les cas, moi je veux vraiment aussi apprendre de Kigali en matière de gouvernance. À l'occasion, les maires de Kigali et de Paris ont signé plusieurs accords de partenariat dans les domaines comme celui des archives et mémoires ou encore dans le secteur des nouvelles technologies et de l'innovation. Kigali a même promis une réouverture du centre culturel franco-rwandais qui n'existe plus depuis 2014. Donc c'est un champ élargi qui va de la gestion des services urbains à la protection de l'environnement, à la mémoire et culture, au sport. Ce sont des domaines qui sont très divers et de par les discussions que nous avons déjà eues, on a plein de choses à apprendre des uns et des autres. L'Association internationale des maires francophones a été créée en 1979 et compte actuellement près de 300 villes membres. Cette réunion aura permis des villes comme Erbil au Kurdistan et Nyanza au Rwanda de rejoindre l'association. Dans l'actualité également, au Tchad, le président Idriss Déby Itno menace de rétablir la cour martiale, une mesure afin de lutter contre les conflits intercommunautaires qui opposent éleveurs de tribus arabes aux agriculteurs ouadayens, des conflits qui ont fait plus de 30 victimes en mai dernier dans l'est du Tchad. La cour, supprimée en 1993, jugeait les militaires et les civils. Lors d'un discours à N'Djamena ce mardi, le président tchadien a indiqué envisager toutes les options jusqu'à l'instauration de la cour martiale afin de mettre un terme à cette cruauté inhumaine, selon ses mots. Le Nigérian Tijani Mohamed Bande a été élu président de l'Assemblée générale de l'ONU. Il était le seul candidat en lice pour l'Afrique. Le diplomate accède néanmoins à un poste symbolique qui ne confère pas de véritable pouvoir politique. Notons qu'une douzaine de pays africains ont présidé l'Assemblée générale de l'ONU. Dernière en date, l'Ouganda, il y a 5 ans. Tijani Mohamed Bande prendra ses fonctions en septembre prochain, succédant à l'équatorienne Maria Fernanda Espinosa. On écoute Tijani Mohamed Bande. La paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté, l'éducation, la lutte contre la famine et le réchauffement climatique seront au cœur de mon mandat. Je suis déterminé à promouvoir tout type de partenariat qui nous permettrait d'atteindre nos objectifs et de faire déployer tous les moyens nécessaires pour assurer la paix et la prospérité, notamment pour les plus vulnérables. Puisque l'ONU n'a pas encore pu répondre à toutes les attentes de ses pères fondateurs en ce qui concerne la prévention de nombreux conflits violents et atroces, nous devons assumer la responsabilité collective de rendre le monde meilleur
plus sûr et plus pacifique. La promotion des droits de l'homme et l'autonomisation des femmes et des jeunes méritent une attention particulière et je me consacrerai à la promotion de la parité homme-femme dans l'ensemble du système des Nations Unies, à partir de mon propre bureau. L'Assemblée générale doit jouer son rôle pour combler les lacunes et promouvoir l'action collective face à toutes les questions internationales qui méritent de l'attention, en étroite coordination avec le secrétaire général, le Conseil de sécurité et l'ECOSOC. L'opérateur téléphonique MTN vient de payer l'intégralité d'une amende de 1,6 milliard de dollars, une amende infligée par la justice nigériane en 2015 pour ne pas avoir déconnecté 5,1 millions de cartes SIM. Aïssatou Bari. Après 4 ans de tractation avec l'autorité des communications du Nigeria, le géant de la téléphonie mobile MTN s'est complètement acquitté de son amende de 1,6 milliard de dollars. MTN était accusé de n'avoir pas désactivé 5,1 millions de cartes SIM non identifiées de son réseau. Une injonction encadrée par la loi nigériane en vue de lutter contre la secte islamiste Boko Haram. MTN a accepté cette inscription dans le cadre d'un règlement de différend de longue date avec le gouvernement nigérian. Grâce à cette inscription, les investisseurs locaux et les investisseurs internationaux auront la possibilité de se lancer dans l'histoire des télécommunications au Nigeria. La Commission des communications du Nigeria avait imposé une amende de 5,2 milliards de dollars. Mais la firme a pu obtenir des autorités nigérianes non seulement un échelonnement de paiement, mais aussi une réduction de l'amende ramenée à 1,6 milliard de dollars. MTN Group détient 78,8% des affaires du Nigeria. Il y a environ 20% qui est détenu par des investisseurs locaux. MTN Group a dit qu'il cherchera à vendre des actions supplémentaires par le biais d'une offre publique à l'avenir. Une nouvelle page qui se tourne pour le plus grand bien de la société. Après son inscription sur le marché boursier nigérian pour une valeur de 6 milliards de dollars, les actions de l'opérateur ont grimpé de 10%. Une introduction selon l'opérateur qui démontre de sa confiance dans l'économie nigériane après des années de différends avec le gouvernement. Alors que le mondial de football féminin s'ouvre le 7 juin prochain, les Lions indomptables du Cameroun refusent la prime de 15 millions de francs CFA proposée par la Fédération camerounaise de football. Elles refusent de participer si la fédération ne leur alloue pas la somme de 50 millions de francs CFA chacune, une somme accordée aux joueurs masculins en 2014. Reportage de notre correspondante Viviane Boken. Les joueuses et l'équipe nationale de football féminin du Cameroun, engagées dans le mondial de leur catégorie, refusent la prime de 15 millions fixée par la FICAFOOT. Elles réclament 50 millions de francs CFA de prime chacune pour leur participation à cette compétition au même titre que les hommes au mondial brésilien 2014. Nous jouons dans une poule E où nous avons affaire à la fois au Canada, 5e, classé 5e au classement FIFA, aux Pays-Bas, 8e, à la Nouvelle-Zélande, 19e au classement FIFA. Donc nous avons des cadres vraiment du football féminin que nous allons rencontrer dès le 10 juin prochain. Mais c'est très regrettable qu'à la veille d'une compétition aussi capitale, on soit encore en train de débattre lors des réunions interminables dans la tanière des Lions sur les problèmes de primes. Selon les experts, cette réclamation est inappropriée du fait des disparités entre le football féminin et masculin. Les primes dans le football sont liées au sponsoring et aux revenus issus des droits de retransmission télé. Mais la FIFA n'en gagne pas encore assez dans le football féminin. En France, il a été établi pour cette Coupe du Monde que chaque joueuse gagnerait 30 000 € en cas du trophée final, c'est-à-dire l'équivalent de 20 millions de nos francs. Donc ça peut paraître incongru, absurde, que nos joueuses, rien que pour la prime de participation, sont déjà à 50 millions. À dire vrai, les 15 millions proposés par les autorités en charge du football camerounais comme prime de participation ne me semblent pas être dérisoires. Selon le décret portant organisation des sélections nationales, 6 mois avant le début d'une phase finale d'une Coupe du Monde, les joueuses devraient être fixées sur le montant de leur prime. À noter que le mondial féminin se jouera du 7 juin au 7 juillet 2019 en France. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.